Alors, on commence la correction. Donc ici, c'était cet exercice-là. Hein, pour ceux qui étaient perdus, c'était bien le slide 112. Vous avez à chaque fois les numéros, hein, si jamais vous êtes perdus. Avec ici, donc bien, notre énoncé qui était l'évaporation d'un litre d'eau, hein, dont on connaissait la masse volumique. Et on le demande quel était le volume occupé par la vapeur à 100 degrés et 760 torrs, soit 1 atmosphère. Ensuite, quelle serait la pression partielle en torrs de la vapeur d'eau à 25 degrés dans une pièce de 50 mètres cubes. Et donc on avait déjà vu dans la vidéo précédente que on avait comme données le volume, la masse volumique et les valeurs de température et de pression au premier cas et au deuxième cas. Au premier cas, on était à 100 degrés avec une pression de 1 atmosphère, donc 760 torrs. Et dans le deuxième cas, on était à 25 degrés. Et cette fois-ci, on ne connaît pas la pression, mais on connaît le volume dans 50 mètres cubes. Okay, donc on voit déjà qu'on a T, P, et puis T et V. Bon, on peut imaginer qu'on va avoir PV égale NRT. Hein, ça risque d'être la formule qu'on va devoir utiliser, puisqu'on cherche un V et on cherche un P. Donc première étape, on avait dit, on a une masse volumique de 999 grammes. Donc, c'est-à-dire que cette eau-là, ici, on n'est pas dans une masse volumique de 1 kg, on vous donne quelque chose de plus précis. Et le nombre de moles, c'est bien égal à la masse divisée par la masse molaire. Okay, on va chercher combien de moles j'ai, donc le N, c'est ce qu'il nous faut. On voit qu'on a P, V, T dans différentes situations. Eh bien, ce qui va nous manquer dans PV égale NRT, c'est le N, évidemment. Donc, on cherche le N en premier. N, c'est donc bien la masse sur la masse molaire. La masse molaire de l'eau, on la connaît. Hein, on prend notre tableau Mendeleïev, tout simplement. Que voici, hein, donc notre beau tableau de Mendeleïev. Hop. On voit H2O, formule de l'eau. H, c'est 1,01 et O, c'est 16,00. Donc, on a notre masse ici. On nous a dit qu'on avait 1 litre. Hein. Donc, on connaît la masse, 999 grammes. Et hop, ici, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 55,49 moles puisqu'on a fait notre masse divisée par la masse molaire. Okay, donc, on connaît le nombre de moles. Donc, on a N. On utilise PV égale NRT dans le premier cas et dans le deuxième cas. Ici, on sait du coup que si ce qu'on cherche, première chose qu'on cherche, c'est le volume dans le premier énoncé, puisqu'on nous donne la pression, eh bien, je vais faire volume est égal, donc je vais isoler ça, NRT divisé par P, N, c'est le nombre de moles que je viens de trouver, R, c'est la valeur 0,082, puisque c'est ce qu'on disait, on a utilisé des grammes et on a utilisé surtout une pression en torrs. Okay, enfin, qu'on a transformé en atmosphère, donc 1 atmosphère, et donc on utilise ici la valeur 0,82 et pas l'autre valeur. Hein. Si on revient en arrière, on avait la possibilité, hop, c'est encore avant, ici, hein, on avait vu qu'on avait la possibilité d'utiliser soit 0,082, soit 8,31, selon qu'on utilisait des atmosphères par litre ou des pascals par mètre cube. Ok? Et donc ici, on a décidé d'utiliser les atmosphères par litre. On retourne. Touc, touc. Voilà. Et donc, on utilise bien 0,082. La température, elle est bien utilisée en Kelvin. Et ça, c'est la seule chose très importante dans l'utilisation de PV égale NRT. C'est que la température, c'est bien des Kelvins. Donc, si on vous dit 25 degrés, il faut le transformer en Kelvin. Ici, en l'occurrence, c'est 100 degrés. Donc, 373 Kelvin. Divisé par P, 1 atmosphère. OK? Résultat, je trouve que mon volume vaut 1697 litres. OK? Deuxième élément, à ce moment-là, on a le volume, ok, mais on n'a pas la pression. Et donc, cette fois-ci, on réutilise PV égale NRT, mais ce qu'on veut isoler, c'est P. C'est ça qu'on veut trouver. Et donc, on isole P, et donc c'est bien NRT divisé par V, qui est égal à P. Hein, donc, on a bien passer le V de l'autre côté, au dénominateur. Et donc, cette fois-ci, mon nombre de moles, il n'a pas changé. On parle toujours de ce même litre d'eau. Et donc, j'ai ici mon nombre de moles, N, fois de nouveau le même R,
fois 298 Kelvin, puisque cette fois-ci on est à 100 degrés, ok, divisé par, ici, le volume. ok. Et ici, c'est un grand nombre parce que j'ai utilisé le volume en litres. Je n'ai pas utilisé les 50 mètres cubes, mais je les ai transformés en litres. J'aurais pu utiliser des mètres cubes et alors utiliser l'autre valeur de R. Hein. Et donc ici, vous avez bien vu dans l'énoncé qu'on était à 50 mètres cubes qui étaient 50 000 décimètres cubes, donc 50 000 litres. Donc pour utiliser le R 0,82, eh bien, il a fallu le changer, le volume, le changer en litres. Et donc on obtient une pression de 0,02 atmosphères. Okay. Si on avait utilisé l'autre R, hein, et qu'on avait toujours utilisé les kelvins, mais qu'ici on avait utilisé des mètres cubes, la réponse qu'on aurait eue, ça n'aurait pas été en atmosphère, mais en pascal. On aurait eu une réponse en pascal. Okay. Donc ça dépend des unités de mesure que vous utilisez. Et donc, un atmosphère est égal à 760 torrs. Ça, c'est quelque chose que vous devez connaître. Hein. 760 mm de mercure ou 760 torrs. Et donc, vous devez changer en torrs. Et donc, ça veut dire que 0,02 atmosphère est égal à 0,02 fois 760. Et donc, c'est bien 20 torrs si on vous demande la valeur en torrs. Alors ça, je ne vais pas m'amuser à le faire. À l'examen, si je vous donne une valeur en atmosphère, vous devrez me la donner en atmosphère. Okay. Mais par contre, vous devez savoir qu'un atmosphère est égal à 760 torrs. De nouveau, dans votre liste d'examen, vous devez avoir mis 1 litre est égal à 1 kg qui est égal à 1 décimètre cube, si on ne vous donne pas d'autres valeurs, comme ici on vous a donné une autre valeur plus précise, mais si on ne vous la donne pas pour l'eau, vous utilisez ça. Savoir que une mole de gaz c'est 22,4 litres à 0 degré et qu'une mole de gaz c'est 24,5, je vais y arriver, litres à 25 degrés. Et puis après, vous devez aussi savoir qu'un atmosphère c'est 760 torrs ou 760 mm de mercure, des choses que vous devez connaître. Tout comme les valeurs de R, je ne vous demande pas de les connaître par cœur, vous en avez deux, vous devez juste savoir laquelle vous devez utiliser. Okay, vous aurez les deux valeurs de R avec leurs unités, et à vous de savoir si vous avez utilisé celle avec des mètres cubes et des pascals, ou bien si vous avez utilisé celle qui doit utiliser des décimètres cubes et des atmosphères. Okay, donc ça, par contre, c'est à vous de détecter. Ça va? Donc voilà, ça c'est pour les utilisations de PV égale NRT, donc la loi des gaz parfaits. Maintenant, on va clore ce chapitre-là et on va passer à la suite qui est les réactions chimiques. Okay, donc jusque-là, c'était vraiment de la quantification de matière. Hein, il y avait peu de réactions. On vous demandait surtout de comprendre combien de moles vous aviez, combien de grammes, savoir avec quoi vous travaillez. Maintenant, il faut mettre ça en pratique sur des équations chimiques. Et donc ça, c'est le chapitre 4 avec nos fameuses réactions chimiques. Okay, de manière générale, on va avoir deux types de transformations, on en a déjà parlé en classe, et donc on a effectivement les transformations qui vont être physiques et les transformations chimiques. Les transformations physiques, c'est celles qui ne vont pas dénaturer la molécule. Okay, donc c'est tout ce qui est changement d'état par exemple. Hein. On a vu avec l'eau qui gèle, qui devient donc solide, qui peut passer sous forme vapeur ou bien qui peut être sous forme liquide, ça on l'a déjà vu. Hein. Et donc c'est bien une réorganisation spatiale des molécules. La réaction chimique, et ça on en a parlé aussi, dans ce cas-là par contre c'est une modification de la molécule. C'est une réorganisation des atomes qui composent les molécules sous forme de nouvelles molécules. Donc on a des molécules qui vont se briser pour former des nouvelles molécules. Et donc c'est bien une réorganisation des atomes. On va avoir deux types d'équations, les équations stoichiométriques. Okay. Et donc ces équations stoichiométriques, on va voir donc que c'est, si vous voulez, une équation stoichiométrique, c'est la recette à suivre. C'est ce qu'il faut. Hein. Elle s'exprime avec des réactifs, okay, qui doivent se transformer en produits, qui sont donc des nouvelles molécules. Hein, on a deux molécules qui vont réagir ensemble, les atomes vont se réorganiser et former, dans ce cas-ci, deux nouvelles molécules. Dans certains cas, c'est juste deux molécules qui vont fusionner et former un type de molécule. C'est ce que je vous avais dit en termes de nombre de moles dans une réaction. On pourrait avoir une mole de l'un et une mole de l'autre, ce qui nous donne bien deux moles en réactif, qui fusionnent et qui nous donne du coup une mole du dernier. Okay, donc on avait bien deux moles à la base qui nous donnent une mole de produit. Donc on avait deux moles de réactif qui donnent une mole de produit. Sauf qu'en fait, le produit, il va être beaucoup plus grand. Donc la différence, il n'y aura pas de différence de masse si on est dans un système fermé, c'est-à-dire que même tout
tout ce qui partirait sous forme de gaz serait maintenu dans le système. A priori, il n'y a pas de différence de masse. Si rien ne se perd, si on est dans un système bien fermé, il n'y a pas de différence de masse entre les réactifs et les produits, puisque le nombre d'atomes est toujours les mêmes. Et on a bien vu que la masse, c'était les atomes. Hein. On parle de masse atomique relative, vous vous souvenez, c'est la masse que pèse un atome. Hein, puisque ce qui pèse, c'était bien, on avait vu le noyau, les protons et les neutrons au centre de l'atome, c'est ça qui pèse. Si les atomes sont toujours là, ben le poids n'a pas changé, la masse n'a pas changé. Ok ? Donc, on va avoir une conservation des masses, mais par contre, on n'a pas une conservation des moles, hein, puisqu'on peut avoir la même masse, mais au lieu d'avoir plein de paquets de petites molécules, on va avoir un gros paquet d'une énorme molécule. Okay, donc, vous ne devez pas équilibrer les moles. Par contre, vous devez équilibrer les atomes. On doit avoir la même quantité d'atomes à gauche qu'à droite. On ne perd pas d'atomes dans une réaction chimique. Okay, ils se réorganisent, mais ils sont toujours là. Donc ça, il faut bien garder en tête. On va avoir ici ce qu'on va appeler les coefficients stoichiométriques, hein, qui nous donnent la quantité de moles. On fonctionne en moles. Donc on multiplie en nombre de moles tout le temps. Et donc on va avoir une mole de ci avec une mole de ça qui donne une mole de ça avec une mole de ça. Okay, en proportion stoichiométrique, ça sous-entend que tout est utilisé. La recette est respectée. C'est ce que je parlais avec l'autre classe. On va avoir 6 œufs avec 1 kg de farine et 1 litre de lait, ça nous donne 40 crêpes, par exemple. Okay, et donc là, vous êtes d'accord, 6 moles, si on parle des 6 œufs, disons que c'est des moles, 6 moles d'œufs, avec une mole de farine et une mole de lait, eh bien, ça va me donner 40 moles de crêpes. Ça choque personne que ce soit 6, donc 18 moles qui donnent 40. Ça n'a jamais choqué personne. Hein. Donc ça ne doit pas être respecté. Par contre, a priori, si je pèse mes œufs, mon lait et ma farine, eh ben, ça sera le poids de mes crêpes finales. Il n'y a rien qui s'est perdu, a priori. Ok ? En réalité, il y a un peu qui se perd parce qu'il y a une partie qui s'évapore, mais si on est dans un système fermé, rien ne se perd. Donc, on va avoir une conservation des masses. Mes atomes vont se retrouver dans mes crêpes, mais sous une autre forme. Ok ? Et là, c'est exactement la même chose. Donc ici, on va avoir des quantités, et justement, ce qu'on nous donne, c'est 6 crêpes, je ne sais pas si 6 d'ailleurs, c'est 6, 1, 1. Et bien, on va avoir, donc c'était 8 moles qui donnaient 40 crêpes. Mais donc ici, par exemple, on va avoir un coefficient 6, un coefficient 1 et un coefficient 1. Pour que la recette fonctionne, tu dois garder ces proportions-là. Hein, 6 pour 1, et ça va donner 40 crêpes. Maintenant, si tu ouvres ton frigo et que tu n'as pas 6 œufs, okay, tu n'en as que 3, qu'est-ce qui va se passer? Si tu n'as que 3 œufs, qu'est-ce que tu fais? En temps normal, hein, tu veux faire tes crêpes, tu n'as pas 6 œufs, tu as une recette pour 6 œufs, mais tu n'en as que 3 dans ton frigo. Tu sors tes 3 œufs et qu'est-ce que tu vas faire? Tout le monde a trouvé la réponse. Tu prends un demi-litre de lait et un demi-kilo de farine, tout simplement. Tu vas diminuer par 2. Mais donc, ça veut dire que tu as gardé les proportions. Ok ? Et donc, à partir du moment, tant que tu gardes les proportions, si c'est 3 œufs, un demi-kilo de farine, un demi-litre de lait, eh bien, j'aurai 20 crêpes. Les proportions sont gardées. C'est toujours 6, 1 qui va me donner 40. Sauf que cette fois-ci, ça sera 3, 1 demi qui va me donner 20. Okay, mais donc, on a gardé les proportions. Et donc, c'est ça qu'on va utiliser. Ici, ce 6, 1 que je vous nomme, c'est ce coefficient et qui donne les proportions. Et donc, on a bien, même si tu fais 3, 1 demi, tu as bien 6 fois plus du premier que des deux suivants. Okay, donc, c'est vraiment une question de proportion. Ça vous donne les proportions dans lesquelles vous allez travailler. On va d'abord commencer avec des équations en situation stoichiométrique, c'est-à-dire que tu as de la chance, tu as exactement ce qu'il te faut. Hein, il te faut 6 œufs, 1 kg, ben tu as 6 œufs, 1 kg. On n'est pas dans le cas où on n'en a que 3. On a un élément limitant. Donc, dans un premier temps, on va parler des équations en proportion stoichiométrique. Ça veut dire qu'en fait, ça respecte la recette. Vous avez exactement ce qu'il faut. Ou bien, vous allez mettre exactement ce qui est nécessaire dans votre réaction pour qu'elle ait lieu. Donc, cette réaction, elle nous donne des informations sur les molécules qui sont dans les réactifs, en quoi elles vont se transformer, donc les nouveaux produits formés, donc les nouvelles molécules formées, quels sont les atomes présents dans chacune de nos molécules. Ces atomes doivent être en même quantité dans les réactifs que dans les produits. Et ici, c'est les coefficients, c'est les proportions de l'un par rapport à l'autre. La recette pour fabriquer une certaine quantité de produits. Donc ça, c'est ce que nous donne comme information une équation stoichiométrique. Ok ? Ça, c'est important. Et donc, on a bien conservation de la matière. La masse des réactifs est égale à la masse des produits, comme je l'ai dit. Nombre de moles de chaque atome est conservé. Donc, les moles des molécules n'est pas conservé, mais en termes de nombre d'atomes, c'est conservé. Le nombre de molécules n'est pas conservé, ce que je veux dire. On pourrait avoir plein de petites molécules qui donnent une grosse molécule. Et par contre, il est important de préciser les états physiques, savoir si on est avec un gaz ou avec un liquide. Ça, c'est important, ou un solide. Ça va nous permettre de
de résoudre nos exercices par la suite. Ça sera important pour la suite. Voilà pour ce qui est des équations chimiques.